Vous ne pouvez pas vous garer ici. Déplacez votre camion immédiatement. L'agent Harrison se tenait dans l'allée à 7h30, la main sur sa ceinture. Je suis en train de charger pour aller travailler, monsieur l'agent. Maintenant, c'est maintenant, pas quand ça vous arrange. Chaque situation nécessite une réponse différente. Certaines personnes ont besoin d'être guidées davantage. Marcus avait l'air perplexe, mais sa femme Keisha sortit. Elle reconnut immédiatement le ton. Il ne s'agissait pas d'une question de stationnement. Ce que l'agent Harrison ignorait, c'est qu'il venait de menacer un maître-chef qui forme les Navy SEAL. La guerre pour leur maison était sur le point de commencer. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Ce chapitre montre à quelle vitesse une matinée paisible peut se transformer en cauchemar lorsque la mauvaise personne porte un badge. Bonne lecture. Vous devez déplacer votre voiture immédiatement. L'agent Brett Harrison se tenait dans l'allée des Williams à 7h30, la main posée sur son ceinturon. Sa voix avait le poids de l'autorité, mais son regard était plus froid. Marcus Williams leva les yeux de son camion de travail qu'il était en train de charger. « Je suis désolé, monsieur l'agent. Y a-t-il un problème? Votre véhicule bloque le trottoir. C'est une infraction. » Marcus jeta un coup d'œil à son camion. L'arrière touchait à peine le bord du trottoir, comme tous les voisins qui se garaient pour charger ou décharger. « Je vais le déplacer dans 1 minute. Je pars au travail. »« Maintenant? C'est maintenant. Pas quand cela vous arrange. » La porte d'entrée s'ouvrit. Keisha Williams sortit sur le porche, une tasse de café à la main. Elle était vêtue d'une tenue de sport, le dos droit et alerte. Son regard évalua rapidement la situation. Un agent en uniforme, une attitude agressive, l'expression confuse de son mari. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant d'eux. Brett reporta son attention sur elle. « Madame, votre mari était en train de m'expliquer pourquoi il pense que les infractions au stationnement ne s'appliquent pas à lui. »« Des infractions au stationnement ?» Marcus secoua la tête. « Monsieur l'agent, je suis en train de charger mon camion pour aller travailler. Les Johnson font ça tous les matins. Les Smith aussi. Chaque situation nécessite une réponse différente, » répondit Brett. « Certaines personnes ont besoin d'être mieux informées sur les règles de la communauté. » Keisha posa sa tasse sur le capot du camion. « Vous êtes l'agent Harrison, n'est-ce pas? Nous nous sommes rencontrés au barbecue du quartier la semaine dernière. »« Je m'en souviens. » Sa voix était neutre. « C'est agréable de voir que quelqu'un dans cette famille fait attention au nom. » La remarque resta en suspens, comme un défi. Marcus sentit le changement, mais ne comprit pas. Keisha le remarqua immédiatement. C'était le ton de quelqu'un qui cherchait la confrontation. « Je vais déplacer le camion, » dit Marcus en cherchant ses clés. « Bonne décision, » dit Brett. « Il ne faudrait pas que ça dégénère inutilement. » Alors que Marcus reculait le camion d'1 demi-mètre, Brett s'approcha de Keisha. « Vous faites de l'exercice tous les matins. À la même heure, toujours la même routine. Très discipliné. J'aime rester en forme. Vous avez un passé militaire. » La question était directe, insistante. Keisha resta impassible. « Je suis coach sportif. » Brett sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. « Coach sportif, ça couvre beaucoup de domaines, n'est-ce pas ?» Marcus revint, les clés tintant. « Tout est prêt, agent Harrison. » Brett regarda entre eux, son regard s'attardant sur Keisha. « Bien. Continuons comme ça. Les normes communautaires sont importantes ici. Certaines personnes s'intègrent naturellement. D'autres... » Il laissa sa phrase en suspens. Il se dirigea vers sa voiture de patrouille, mais avant de monter, il se retourna. « Bonne journée, Marcus, et Keisha. » Il marqua une pause. « N'oubliez pas que les gens vous observent. » La voiture de patrouille démarra, laissant le couple debout dans leur allée. « C'était quoi ça ?» demanda Marcus. Keisha prit sa tasse de café, son esprit déjà occupé à cataloguer les détails. Les questions de Brett n'étaient pas anodines. Son intérêt pour sa routine, ses questions sur son passé militaire, la façon dont il avait insisté sur le fait que les gens regardaient. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle doucement, « mais je ne pense pas que c'était à propos du stationnement. » Ce que l'agent Harrison ignorait, c'était que le premier maître Keisha Williams avait passé 16 ans à apprendre à identifier les menaces. Et tout dans cette rencontre avait déclenché tous les instincts qu'elle avait développés au sein du Naval Special Warfare Command. La guerre pour leur maison venait de commencer. 3 jours après l'incident du parking, Brett Harrison frappa à la porte des Williams.
Cette fois, il n'était pas en uniforme. Il portait un pantalon kaki et un polo et tenait un plat de biscuits. « Keisha, c'est bien vous? Ma femme Sarah a fait ça pour vous. Bienvenue dans le quartier. » Marcus ouvrit la porte plus grand. « C'est très gentil. Entrez, je vous en prie. » Brett entra balayant la pièce du regard. La disposition du salon, les photos de famille, les sacs à dos des enfants près de l'escalier. « C'est joli. Ça a dû coûter cher. »« On a économisé pendant des années, » répondit Marcus. Brett acquiesça, continuant à regarder autour de lui. Le gouvernement paie bien, paraît-il, les contrats d'ingénierie et tout ça. Keisha sortit de la cuisine. « Tu veux du café, Brett ?»« Avec plaisir. » Il s'assit sans attendre qu'on l'invite. « Alors, Keisha, consultante en fitness, c'est un travail intéressant. Ça m'occupe bien. J'imagine. Quel genre de clients as-tu ?»« Des gens de tous horizons. Des gens qui veulent se remettre en forme. » Brett sourit. « Ça doit être gratifiant. Aider les gens à réaliser leur potentiel. » Il marqua une pause. « Je suis policier depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de potentiel gâché dans ce monde. » Marcus apporta le café. « 15 ans, c'est impressionnant. Vous devez avoir des anecdotes à raconter. »« Oh oui, ce quartier par exemple. Il est spécial. Nous avons travaillé dur pour qu'il reste ainsi. » La voix de Brett était grave. « De bonnes familles, des valeurs stables, des gens qui comprennent ce que signifie la communauté. » « Ça a l'air d'être un endroit idéal pour élever des enfants, » dit Keisha. « Exactement. L'essentiel est de s'assurer que tout le monde s'intègre bien. Certaines familles s'intègrent parfaitement. D'autres, il haussa les épaules. Eh bien, elles ont besoin d'être guidées. » Isaiah et Zara descendirent en courant et s'arrêtèrent lorsqu'ils virent le visiteur. « Ce doit être les jumeaux, » dit Brett. « 8 ans ? C'est ça, » répondit Marcus, se demandant comment Brett connaissait leur âge. Un âge idéal, assez grand pour comprendre les règles, assez jeune pour apprendre le respect. Brett regarda les enfants droit dans les yeux. « Vous savez qu'il faut respecter les règles, n'est-ce pas ?» Les jumeaux acquiescèrent d'un signe de tête hésitant. « Bien, les règles permettent à tout le monde d'être en sécurité. Elles permettent à tout le monde d'être heureux. » Il se tourna vers Marcus et Keisha. « À propos, je dois vous dire quelque chose. Nous avons eu quelques problèmes avec le bruit le soir. »« Du bruit ?» demanda Marcus en fronçant les sourcils. « De notre part ?»« Les enfants qui jouent, la musique, ce genre de choses. Rien de grave pour l'instant, mais mieux vaut prévenir que guérir. » Keisha posa sa tasse de café. « De quelle heure s'agit-il ?»« Eh bien, l'heure du dîner peut être perturbante, entre 18h et 20h. Les familles aiment se détendre à ce moment-là. Nos enfants font généralement leurs devoirs ou regardent la télévision à ces heures-là, » dit Marcus. « J'en suis sûr. C'est juste bon à savoir. » Brett se leva. « Merci pour le café. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit à propos de l'intégration. Ce quartier a ses propres règles. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Oh, Keisha, vos exercices matinaux sont très impressionnants. On dirait presque une professionnelle. » Après son départ, Marcus verrouilla la porte. Il a l'air serviable. Keisha regardait par la fenêtre, observant la voiture de Brett disparaître. « Marcus, comment savait-il l'âge des jumeaux? Comment était-il au courant de vos contrats avec le gouvernement? » Sarah lui a peut-être dit « les ragots du quartier ». Mais Keisha n'était pas convaincue. Dans son métier, la collecte d'informations n'était pas une conversation anodine, c'était du renseignement. Et Brett Harrison recueillait des informations sur sa famille. La question était de savoir pourquoi. Le ballon de basket rebondissait contre la porte du garage à un rythme régulier. Isaiah et Zara tiraient à tour de rôle dans le petit panier que Marcus avait installé le week-end précédent. Les autres enfants du quartier faisaient la même chose tous les jours après l'école. « À toi, Zara !» cria Isaiah. Le ballon heurta l'anneau et rebondit dans l'allée. Zara courut après en riant. Une voiture de police s'arrêta au bord du trottoir. Brett Harrison en sortit, radio à l'épaule, en uniforme complet. Le visage grave, il s'avança vers les enfants. « Les enfants, vous devez arrêter ça immédiatement. » Isaiah et Zara se figèrent. Le ballon roula jusqu'à s'arrêter. « On joue, c'est tout, » dit Isaiah à voix basse. « C'est un quartier résidentiel. Les gens essaient de se reposer après le travail. » Keisha ouvrit la porte d'entrée. Elle avait entendu la voiture s'arrêter. « Y a-t-il un problème, agent Harrison ?»« Oui, madame.
Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant un bruit excessif provenant de cette propriété. Plusieurs plaintes. Keisha descendit l'allée. À propos d'enfants qui jouent au basket, les règlements sur le bruit s'appliquent à tout le monde, sans exception. Marcus apparut à côté de sa femme. « Monsieur l'agent, les enfants jouent dans la rue tout le temps. Les enfants Morrison étaient ici il y a 1 heure et faisaient la même chose. » L'expression de Brett se durcit. À situation différente, réponse différente. Certaines familles ont besoin d'une aide supplémentaire pour comprendre les attentes de la communauté. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Marcus. « Cela signifie que vos enfants doivent comprendre que leur comportement a des répercussions sur les autres. Certaines familles s'intègrent naturellement. D'autres ont besoin d'instructions plus directes. » Keisha s'avança. « Agent Harrison, quelle loi précise mes enfants enfreignent-ils » Brett toucha sa radio. « Madame, j'ai reçu plusieurs appels concernant des troubles à l'ordre public à cette adresse. En tant qu'agent de police, je suis tenu d'intervenir. »« Qui a appelé ?» demanda Marcus. « Cette information est confidentielle. »« Pouvons-nous voir les plaintes pour tapage ?» insista Keisha. Brett posa la main sur son ceinturon. « Madame, remettez-vous en cause mon autorité pour faire respecter les règles de la communauté ?» La menace était claire. Keisha reconnut la tactique. Utiliser sa position officielle pour mettre fin à des questions légitimes. Elle remarqua également autre chose. Les pupilles de Brett étaient dilatées. Il respirait rapidement. Cette confrontation l'excitait. « Pas du tout, » répondit-elle calmement. « Nous essayons simplement de comprendre les règles afin de pouvoir les respecter. La règle est simple. Veillez à ce que vos enfants restent calmes. Veillez à ce que vos activités soient appropriées. Certaines personnes s'intègrent naturellement dans ce quartier. D'autres doivent faire plus d'efforts. » Isaiah se rapprocha de sa mère. « Maman, qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» Brett baissa les yeux vers le garçon. « Vous avez fait exactement ce qu'on vous a appris à faire, mais maintenant, vous apprenez de nouvelles règles, de meilleures règles. »« Allez, les enfants, » dit Keisha, « rentrons. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison, Brett leur cria « C'était un avertissement. La prochaine fois, il y aura des conséquences. » À l'intérieur, Marcus verrouilla la porte. C'était dingue. Les enfants jouent au basket partout. Keisha regarda par la fenêtre et vit Brett assis dans sa voiture en train de taper sur son ordinateur. Il ne partait pas. Il documentait tout. « Marcus, » dit-elle doucement, « ce n'est pas une question de bruit. » Alors, de quoi s'agit-il? Keisha avait déjà vu cela auparavant. Pas dans des quartiers de banlieue, mais en territoire hostile. Le ciblage systématique. Les plaintes fabriquées de toutes pièces. L'utilisation de l'autorité pour intimider. « Le contrôle, dit-elle. Il essaie de nous contrôler. » Dehors, Brett termina son rapport et repartit. Mais avant, il prit des photos de leur maison, de leur voiture et de leur plaque d'immatriculation. La chasse était officiellement ouverte. Marcus fut arrêté à 3 pâtés de maison de chez lui mardi. La voiture de patrouille de Brett l'avait arrêté pour conduite suspecte. Permis et papiers, exigea Brett. Marcus lui tendit ses papiers. « Qu'est-ce que j'ai fait? Vous rouliez lentement dans le quartier, c'est un comportement inhabituel. Je cherchais un numéro de maison. Un de mes collègues habite dans le coin. » Brett examina attentivement chaque document. « Vous travaillez pour le gouvernement, c'est ça? Sur quel type de projet? » Génie civil, route, pont, infrastructure de base. Les infrastructures. Brett répéta lentement le mot. Cela couvre un large domaine. Des bases militaires? Des bâtiments fédéraux? Parfois. Brett retourna à sa voiture et passa 15 minutes à vérifier les informations. Lorsqu'il revint, son attitude avait changé. Il était plus froid. Les personnes dans votre position doivent faire attention à leur comportement. Attirer l'attention n'est pas très malin. Que voulez-vous dire? Je veux dire, faites attention à vous. Le jeudi matin, Keisha fut arrêtée à 2 pâtés de maison de la base militaire où elle travaillait. Même routine, vérification des papiers, questions, avertissements. « Vous semblez nerveuse », remarqua Brett en observant son visage. « Je ne suis pas nerveuse. Les militaires sont généralement plus détendus, à moins qu'ils aient quelque chose à cacher. Je ne suis pas militaire. » Brett sourit. « Bien sûr, consultante en fitness. Quel type de fitness nécessite une habilitation de sécurité ?» Keisha sentit son sang se glacer. Comment savait-il qu'elle avait une habilitation? « Je travaille avec différents clients. » Je n'en doute pas. Des clients gouvernementaux,
des clients sensibles. Il se pencha vers elle. Le genre de clients qui n'aiment pas que leurs entraîneurs se fassent arrêter. Arrêter pourquoi? Ça dépend de ce que vous ferez ensuite. Le vendredi soir, Marcus fut à nouveau arrêté. Cette fois, Brett fouilla complètement son camion. « Que cherchez-vous » demanda Marcus. « Des preuves d'activité criminelle. »« Quelles activités criminelles ?»« Les gens comme vous ont toujours quelque chose à cacher. »« Les gens comme moi ?» Brett ne répondit pas. Il passa en revue tous les outils, tous les papiers, tous les reçus. Finalement, il rendit les documents. « La prochaine fois que je vous arrête, je ne serai peut-être pas aussi compréhensif. » Ce week-end-là, Keisha et Marcus comparèrent leurs notes. 3 contrôles en une semaine. Des questions personnelles sur leur travail, des menaces d'arrestation et de conséquences. « Ils nous ciblent, » dit Keisha. « Mais pourquoi ?» Keisha se posait la même question. Les contrôles n'étaient pas aléatoires. Les questions n'étaient pas anodines. Brett était en train de constituer un dossier sur eux. « Je pense qu'il veut qu'on parte. » « Partir ? On vient d'acheter cette maison. Certaines personnes ne veulent pas de nous ici. » Marcus s'assit lourdement. « Parce qu'on est noir. » Keisha acquiesça. « Et à cause de nos emplois. On est sous-traitant pour l'armée, fonctionnaire, on représente quelque chose qu'ils n'aiment pas. » Alors qu'est-ce qu'on fait? On documente tout. Chaque arrêt, chaque question, chaque menace. Keisha sortit un cahier. Et on essaie de comprendre ce qu'il veut, vraiment. Dehors, une voiture de police passa lentement devant leur maison. C'était le collègue de Brett, qui prenait des photos avec un appareil à longue portée. Le harcèlement devenait systématique, professionnel, coordonné. Quoique Brett ait prévu, il n'était pas seul. Et le temps pressait. L'enveloppe arriva le lundi matin. Elle était épaisse, avec un papier officiel, des sceaux en relief et un langage juridique. Marcus l'ouvrit à la table du petit déjeuner. « Qu'est-ce que c'est » demanda Keisha. Marcus lut à haute voix. « Avis d'infraction. Association pour la sécurité de la communauté de Riverside Gardens. Vous êtes par la présente tenu de corriger immédiatement les infractions suivantes, sous peine d'une amende de 750 $ par jour. » 750 $? Keisha prit le document. Les infractions étaient énumérées en détail. Nuisances sonores excessives, enfants chantant dans le jardin, activité physique non autorisée, exercices matinaux causant une gêne visuelle, visite non autorisée, collègues de travail visitant la propriété, non-respect des normes d'apparence de la communauté. « C'est fou, » dit Marcus. « Les enfants n'ont pas le droit de chanter dans leur propre jardin ?» Keisha examina l'entête. Cachet officiel, format juridique, impression professionnelle. Mais quelque chose clochait. « J'appelle la mairie, » dit Marcus. 20 minutes plus tard, il raccrocha le téléphone. Il n'y a aucune association de sécurité communautaire de Riverside Gardens enregistrée auprès de la mairie, ni du comté, ni de l'État. C'est donc un faux? Complètement faux. Keisha examina le document de plus près. Papier de haute qualité, impression coûteuse, langage juridique convaincant. Quelqu'un avait consacré du temps et de l'argent à sa création. Marcus, cela a nécessité de la planification, des recherches. Quelqu'un a étudié de vrais documents juridiques pour que cela ait l'air authentique. La sonnette retentit. Ils se figèrent tous les deux. À travers la fenêtre, ils virent Brett Harrison en uniforme tenant un bloc-notes. Marcus ouvrit la porte. « Officier Harrison. »« Monsieur Williams, je suis ici au sujet des infractions au règlement de la communauté. Nous venons de découvrir que ces documents sont faux. » L'expression de Brett ne changea pas. « Vraiment ? J'ai le même rapport ici. » Il leur montra son bloc-notes contenant les mêmes informations. « L'association n'existe pas, » dit Keisha. Brett Harrison commit son erreur fatale au cours d'une conversation qui semblait anodine. C'était un mercredi soir lorsqu'il frappa à nouveau à leur porte. Cette fois, il semblait détendu, presque amical. « Je passe juste faire un tour, » dit-il. « Je voulais m'assurer que nous étions tous sur la même longueur d'onde concernant la sécurité du quartier. » Marcus l'invita à entrer, espérant toujours régler les choses à l'amiable. « Vous savez, » dit Brett en s'installant dans le salon, « j'ai réfléchi au travail de votre femme. Le conseil en fitness pour le personnel militaire doit être difficile. »« Cela demande beaucoup d'efforts, » répondit Keisha avec prudence. « J'imagine, surtout avec votre niveau d'habilitation. Le niveau top secret SCI n'est pas facile à obtenir. »
Le silence se fit dans la pièce. Marcus avait l'air perplexe. Keisha sentit son sang se glacer. « Pardon ?» dit-elle. Brett continua, ne se rendant pas compte de son erreur. Travailler avec les forces spéciales de la marine doit nécessiter des vérifications approfondies. Toutes ces évaluations psychologiques, ces tests polygraphiques. Comment savez-vous cela? La voix de Keisha était dangereusement calme. Savoir quoi? Mon niveau d'habilitation de sécurité, ma mission. Le visage de Brett changea lorsqu'il réalisa ce qu'il venait de révéler. La sécurité communautaire nécessite de connaître les résidents. Aucun policier n'a accès à des informations classifiées. Je voulais dire, vous avez dit top secret SCI. Vous avez mentionné les forces spéciales navales. Ces informations sont classifiées au-dessus de votre grade. Brett se leva rapidement. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Vous venez de révéler des informations classifiées que vous n'auriez jamais dû connaître. Marcus comprenait enfin. Attendez, classifié? Keisha, de quoi parle-t-il? Keisha ignora son mari et se concentra entièrement sur Brett. Qui vous a donné ces informations? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quelqu'un qui a accès au dossier du personnel vous a parlé de mon travail. Quelqu'un dans les forces de l'ordre qui a accès à la base de données. Brett recula vers la porte. Je devrais y aller. Oui, tu devrais. Et Brett? La voix de Keisha avait un ton que Marcus n'avait jamais entendu auparavant. Je suis tenu par la loi de signaler toute violation de la sécurité impliquant des informations classifiées. Après le départ de Brett, Marcus se tourna vers sa femme. Keisha, que vient-il de se passer? Brett sait des choses sur mon travail qu'il ne devrait pas savoir, des choses classifiées. Quel genre de choses? Keisha s'assit lourdement. Marcus, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas vraiment consultante en fitness. Quoi? Je suis le premier maître Keisha Williams de la marine américaine. Je forme les Navy Seals. Marcus la fixa du regard. Tu es militaire? 16 ans de service actif. Mon travail est classé secret. Le fait que Brett soit au courant signifie que quelqu'un disposant d'une habilitation de sécurité lui a fourni des informations. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que c'est classé secret. Et parce que je pensais que notre couverture était sûre. Marcus digéra l'information. Couverture? L'histoire de la consultante en fitness. C'est ma couverture officielle pour ma véritable mission. Et Brett vient de tout gâcher. Pire que ça, il a commis un crime fédéral. Accéder à des informations classifiées sans autorisation est un délit grave. Keisha sortit son téléphone sécurisé. Je dois signaler ça ce soir, dans les 24 heures suivant la découverte. À qui? Au service d'enquête criminelle de la marine et au FBI. En composant le numéro, Keisha réalisa que la donne avait complètement changé. Ce n'était plus seulement du harcèlement, c'était une menace pour la sécurité nationale. Madame, j'ai des documents qui prouvent le contraire. Faites, montrez-les-nous. Brett feuilleta les papiers sur son bloc-notes. Des formulaires officiels, des signatures, des tampons. Tout était faux, mais fait de manière professionnelle. Les normes communautaires existent, que vous les reconnaissiez ou non, dit Brett. Le respect de ces normes n'est pas facultatif. C'est du harcèlement, affirma Marcus. Il s'agit d'une intervention des forces de l'ordre en réponse à des plaintes légitimes. Keisha s'avança. Agent Harrison, qui a déposé ces plaintes? Cette information est confidentielle. Quelle loi vous donne le pouvoir d'appliquer de fausses règles associatives? Brett porta la main à sa radio. Madame, refusez-vous d'obtempérer à des ordres légaux? Je vous demande quelle loi vous appliquez. Code municipal, section 12A, sous-section 3, normes communautaires et ordre public. Keisha sortit son téléphone. J'enregistre cette conversation. L'enregistrement des agents de police nécessite leur consentement. En fait, non. Il s'agit d'une interaction publique. Le visage de Brett se durcit. Vous pensez toujours tout savoir mieux que les autres. Vous? Ceux qui ne respectent pas l'autorité. Ceux qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Marcus s'approcha de sa femme. Nous respectons toutes les règles légitimes, agent Harrison. Vraiment? Parce que votre comportement suggère le contraire. Brett tendit une carte de visite à Marcus. Voici mon numéro direct. Appelez-moi quand vous serez prêt à discuter de la conformité, avant que cela ne dégénère davantage. Après son départ, Keisha examina la carte.
Elle comportait le numéro de portable personnel de Brett et non celui du commissariat. « Il veut que nous l'appelions sur son portable personnel, dit-elle. Pourquoi? Parce que les appels professionnels sont enregistrés, pas les appels personnels. Marcus s'assit. C'est de la guerre psychologique. Keisha acquiesça, et ça ne fait que commencer. Brett ne savait pas qu'il était surveillé par des agents fédéraux. Il pensait avoir gagné. Au cours des 2 semaines suivantes, il lança une campagne systématique pour isoler la famille Williams de ses voisins. Tout d'abord, il organisa chaque soir des réunions informelles autour d'un café dans différentes maisons. Le message était toujours le même. Des inquiétudes concernant la famille Williams. « Je ne dis pas que ce sont de mauvaises personnes », dit-il au Johnson autour d'un café. Mais Marcus a accès à des projets gouvernementaux sensibles. Ce genre de travail attire l'attention. Au Miller, Keisha semble agressive. Avez-vous vu comment elle m'a confronté au sujet des infractions au règlement de la communauté? Un comportement très hostile. Au Kowalski, les enfants ne sont peut-être pas correctement surveillés. Avec 2 parents qui ont des emplois aussi exigeants, qui sait ce qui se passe à la maison? Le changement fut immédiat et dévastateur. Madame Chen, qui saluait chaque matin, détournait désormais le regard lorsque Keisha passait en courant. Les Patel, qui invitaient régulièrement les enfants à jouer, ont soudainement cessé d'appeler. Même Tom, le facteur qui discutait toujours avec Marcus, évitait désormais son regard. Brett a organisé des ateliers sur la sécurité dans le quartier le samedi matin. La famille Williams n'était pas invitée. « Nous devons être attentifs aux signes d'activité suspecte », a déclaré Brett aux voisins rassemblés. « Des personnes qui prennent des photos des maisons, posent trop de questions, ont des horaires de travail inhabituels. » Tout ce qu'il décrivait correspondait à la routine habituelle des Williams. « Certaines personnes ne s'intègrent pas naturellement dans la vie communautaire », a-t-il poursuivi. « Elles doivent faire l'objet d'une surveillance particulière. » Linda Kowalski a levé la main. « Parlez-vous de personnes en particulier ?» « Je ne peux pas donner de nom, mais je pense que vous savez tous de qui je parle. » À l'insu de Brett, ses nouveaux voisins, la famille Johnson et les Patterson, étaient des agents du FBI qui enregistraient chaque mot. L'agent Sarah Johnson, se faisant passer pour une mère au foyer, assistait à toutes les réunions avec un équipement d'enregistrement caché. L'agent Mike Patterson, prétendument un enseignant à la retraite, prenait des notes détaillées des commentaires de Brett pour les procureurs fédéraux. La campagne d'isolement fonctionna à merveille. En 2 semaines, la famille Williams passa du statut de voisin bienvenu à celui de parias de la communauté. Isaiah est rentré à la maison en pleurant après que 3 enfants lui ont dit que leurs parents leur avaient interdit de jouer avec lui. Zara a demandé pourquoi Madame Miller avait traversé la rue au lieu de dire bonjour. Marcus a été exclu des barbecues du week-end auxquels il avait été invité 1 mois plus tôt. Mais la plus grande erreur de Brett a été de croire qu'il contrôlait la situation. Ce qu'il ignorait, c'est que l'agent Johnson avait installé du matériel de surveillance fédérale dans sa maison, juste en face de celle de Brett. Chaque appel téléphonique, chaque visiteur, chaque réunion tardive était enregistré. Le FBI montait un dossier non seulement contre Brett, mais aussi contre tous ceux qui l'aidaient. Car Brett Harrison n'agissait pas seul, et les agents fédéraux étaient sur le point de découvrir l'ampleur exacte de cette conspiration. Le quartier que Brett pensait contrôler était devenu sa prison. Il ne le savait pas encore. La confrontation à l'épicerie eut lieu un samedi après-midi très animé chez Whole Foods. Keisha était dans le rayon fruits et légumes en train de cocher les articles de sa liste de courses lorsque Brett apparut en uniforme. Sa radio grésillait tandis qu'il s'approchait. « Madame, je dois vous parler. » Les autres clients levèrent les yeux. Les conversations s'arrêtèrent. « À quel sujet, agent Harrison? Vous avez pris des photos dans ce magasin. Vous avez dressé des listes détaillées. Vous avez observé les procédures de sécurité. C'est un comportement suspect. » Keisha brandit sa liste de courses. « Je fais mes courses. Les gens ne photographient généralement pas les étiquettes de prix et l'emplacement des sorties lorsqu'ils achètent simplement de la nourriture. Je n'ai rien photographié. » La voix de Brett s'éleva. « Madame, je vous observe depuis 10 minutes. Votre comportement correspond à celui d'une personne qui surveille quelque chose. » D'autres personnes se sont rassemblées. Des téléphones portables ont apparu. Quelqu'un a commencé à filmer.
Agent Harrison, dit Keisha calmement, quel crime précis pensez-vous que j'ai commis? Une activité suspecte dans un lieu public. Ce n'est pas un crime. Ça l'est quand cela indique une intention criminelle possible. Keisha posa son panier. Quelle intention criminelle? Les gens comme vous doivent comprendre que vos actions sont surveillées. Les gens comme moi. Brett réalisa trop tard son erreur. La phrase resta suspendue dans l'air, enregistrée par plusieurs téléphones. Je veux dire les gens qui agissent de manière suspecte. Qu'ai-je fait exactement qui soit suspect? Vous faites des listes, vous étudiez la disposition des lieux, vous vérifiez les caméras de sécurité, je lis les prix et je cherche la caisse la plus rapide. Un responsable du magasin s'approcha. Y a-t-il un problème? Cet agent me harcèle parce que je fais mes courses, dit Keisha. Brett se tourna vers le responsable. Monsieur, cette cliente avait un comportement suspect. Suspect? Brett ne pouvait pas répondre sans paraître ridicule. Keisha s'adressa à la foule qui s'était rassemblée. Agent Harrison, avez-vous un motif valable pour me retenir? J'ai des soupçons raisonnables. Sur la base de quelles observations précises? Votre comportement indique une possible activité criminelle. Quelle activité criminelle? Cela reste à déterminer. Une femme dans la foule s'écria « Elle fait juste ses courses !» Une autre voix s'éleva « C'est du harcèlement !» Brett rougit. « Tout le monde doit se disperser. C'est une affaire de police. »« Non !» répondit fermement Keisha. « C'est un lieu public. Ces personnes ont tout à fait le droit d'observer le comportement de la police. » Elle sortit son téléphone et commença à filmer. « Agent Harrison, j'enregistre cette interaction. Avez-vous une justification légale pour me retenir? Rangez votre téléphone. J'ai le droit constitutionnel d'enregistrer des policiers dans un lieu public. Vous interférez dans une enquête. Et quelle enquête? Vous ne m'avez pas dit sur quel crime vous enquêtiez. » Brett réalisa qu'il était piégé. Pas de crime, pas de preuve, pas de justification légale. Juste un cas de profilage racial filmé par plusieurs caméras. « Cette conversation est terminée, dit-il. Oui, elle est terminée. » Alors que Brett s'éloignait, la foule applaudissait. Des vidéos étaient déjà en cours de publication sur les réseaux sociaux. Mais plus important encore, des agents du FBI déguisés en clients avaient tout filmé avec du matériel professionnel. L'affaire fédérale contre Brett Harrison venait d'obtenir sa preuve la plus solide à ce jour, et Keisha Williams venait de montrer à toute une communauté à qui elle avait affaire. L'agent du FBI Sarah Johnson était assise dans le salon de Keisha et lui montrait des photos de surveillance classifiées. « Brett Harrison ne travaille pas seul, » dit l'agent Johnson. « Nous avons identifié sa source. Les photos montraient le détective Ray Morrison, un policier chevronné avec 20 ans d'expérience et accès aux bases de données fédérales. Le détective Morrison vendait des informations, continua l'agent Johnson. Votre habilitation de sécurité, les contrats gouvernementaux de Marcus, même les dossiers scolaires de vos enfants. Combien d'informations? Demanda Keisha. Tout. Votre dossier militaire complet, l'historique de vos missions, l'état actuel de votre mission. Des informations auxquelles un détective local ne devrait pas avoir accès. Marcus fixa les photos. Pourquoi ferait-il cela? L'argent. Morrison a de sérieuses dettes de jeu. Il vend des informations classifiées pour un montant compris entre 500 et 1500 $ par famille. L'agent Johnson étala d'autres documents. Mais le plus grave, c'est que Morrison n'aide pas seulement Brett. Il fournit des informations à un réseau de policiers corrompus dans 5 États différents. Un réseau? 12 policiers, tous connectés via des forums en ligne. Ils ciblent les familles de militaires et les fonctionnaires qui emménagent dans des quartiers à majorité blanche. Keisha se sentit mal. Combien de familles? 23 familles ont été contraintes de déménager au cours des 3 dernières années. Le réseau appelle cela le nettoyage de la communauté. L'agent Johnson leur montra des captures d'écran de salons de discussion cryptés. Le pseudonyme de Brett était Guardian 187. Les messages étaient terrifiants. Nouvelles cibles acquises. Famille d'un sous-traitant militaire. Phase 1 lancée. Dossier d'information acheté. Antécédents complets disponibles. Passage à la phase 2. Campagne d'isolement réussie. Recommandation de passer à la phase 3. Qu'est-ce que la phase 3? Demanda Marcus. Intimidation physique, dégâts matériels. Menace directe jusqu'à ce que la famille parte. L'agent Johnson sortit un autre dossier.
La famille Williams n'a pas été choisie au hasard. Vous correspondez exactement à leur profil cible. Famille minoritaire prospère, lien avec le gouvernement, l'armée, déménagement dans un quartier blanc huppé. C'est organisé, dit Keisha. Complètement organisé. Ils ont des manuels d'instruction, des protocoles d'escalade et même des conseils juridiques pour éviter les poursuites. Comment avez-vous infiltré leur réseau? Lorsque vous avez signalé la faille de sécurité, nous avons lancé l'opération Bouclier numérique. Nous surveillons leur communication depuis 2 semaines. L'agent Johnson leur montra une carte avec des épingles rouges indiquant les villes concernées. Phoenix, Denver, Charlotte, Nashville, Riverside, tout suit le même schéma. Tout le réseau est identique. Vous les arrêtez? Bientôt. Mais nous avons besoin de plus de preuves pour les inculper de complot fédéral, en particulier des preuves concernant la phase suivante. Quelle est la phase suivante? L'agent Johnson hésita. La violence. Le réseau prévoit d'intensifier ses actions contre votre famille pour faire un exemple. Quand? D'après leur communication, dans les prochains jours. La formation de Keisha prit le relais. Que voulez-vous que nous fassions? Vous devez agir normalement pendant que nous mettons en place les équipes d'arrestation. Vous pouvez le faire? Combien d'agents nous protègent? 8 agents dans le quartier, plus des équipes de renfort à moins de 5 minutes. Marcus semblait dépassé. C'est vraiment en train d'arriver. J'en ai bien peur, répondit l'agent Johnson. Mais, monsieur Williams, le courage dont votre femme a fait preuve en signalant ces faits a probablement sauvé des dizaines d'autres familles. Keisha examina les photos de surveillance de Brett et du détective Morrison. Quand vous les arrêterez, je veux être présente. Ce n'est pas la procédure habituelle. Agent Johnson, ces gens ont menacé mes enfants. Je veux les regarder dans les yeux quand ils réaliseront que c'est fini. L'agent Johnson sourit. Je pense que cela peut s'arranger. Linda Kowalski frappa à la porte des Williams à 19 h, le visage baigné de larmes. « S'il vous plaît, murmura-t-elle lorsque Keisha ouvrit la porte. « J'ai besoin d'aide. » Keisha la laissa entrer. Linda s'effondra sur le canapé en sanglotant. « Brett me fait chanter, dit Linda. Il menace de détruire mon mari. »« Comment ça ?» Stan souffre d'un syndrome de stress post-traumatique depuis son retour d'Afghanistan. C'est grave. Il a eu des pensées suicidaires. Je l'ai emmené à l'hôpital des anciens combattants pour qu'on l'aide. Linda s'essuya les yeux. Ses dossiers médicaux sont censés être confidentiels. Mais Brett s'est procuré les leurs. Keisha lui tendit des mouchoirs. Comment? Grâce à son ami détective Ray Morrison. Il a accédé au dossier médical militaire de Stan. Et Brett s'en sert contre vous? Il a dit que si je n'espionnais pas votre famille, il divulguerait les dossiers de Stan à tout le monde. Les voisins, les employeurs, les autres vétérans. Stan serait humilié. Marcus s'assit en face d'elle. Quel genre d'espionnage? Tout. Quand vous partez, qui vous rend visite? Ce dont vous parlez au téléphone, si je peux l'entendre. J'ai même dû fouiller dans vos poubelles. Nos poubelles? Linda acquiesça tristement. Je cherchais des relevés bancaires, des dossiers médicaux, tout ce qui pouvait être personnel. Keisha sentit la colère monter en elle. Depuis combien de temps ça dure? 3 semaines. Depuis que vous avez emménagé. Qu'avez-vous trouvé? Rien d'important, des affaires familiales normales. Mais Brett en veut toujours plus. Que veut-il d'autre? Il veut que je cache des choses dans votre jardin, du matériel pour consommer de la drogue, pour faire croire que vous êtes des criminels. Marcus se leva. Il veut nous piéger? Je lui ai dit non. C'est là qu'il m'a montré le dossier médical de Stan. Il a dit qu'il enverrait des copies à l'ancienne unité de Stan, qu'il les publierait en ligne, pour que tout le monde soit au courant des tentatives de suicide. La formation militaire de Keisha prit le dessus. Linda était victime de coercition, pas une ennemie. Linda, tu es manipulée par un prédateur. Je sais, mais je ne peux pas le laisser faire du mal à Stan. Et si on pouvait protéger Stan et arrêter Brett? Comment? Keisha regarda Marcus, puis Linda. Les agents fédéraux enquêtent sur Brett. Ils peuvent protéger ton mari. Des agents fédéraux? Brett a accédé illégalement à des informations classifiées. C'est un crime fédéral. Les yeux de Linda s'écarquillèrent. Le FBI est ici. Ils surveillent un Brett depuis des semaines. Ils sont au courant du chantage. Vraiment? Marcus acquiesça. Linda, vous n'êtes pas la complice de Brett. Vous êtes sa victime. Mais je t'ai espionné. J'ai fouillé dans tes poubelles. Parce que tu étais menacée, dit Keisha. C'est de la coercition, pas de la conspiration. Linda sembla reprendre espoir pour la première fois.
Que dois-je faire? Tu nous aides à l'arrêter. Comment? Dis tout au FBI, témoigne contre lui pour le chantage. Aide-les à monter leur dossier. Stan sera en sécurité? Le FBI peut vous placer tous les deux sous protection si nécessaire. Linda s'essuya les yeux. Je veux que Brett paie pour ce qu'il a fait. Il le fera, mais nous avons besoin de votre témoignage. Et les autres voisins, ceux que Brett a convaincus de vous éviter? Ils apprendront la vérité quand Brett sera arrêté. Linda se leva. Quand dois-je parler au FBI? Ce soir. Êtes-vous prête? Je suis prête depuis 3 semaines. Alors que Keisha appelait l'agent Johnson, Linda ressentit un soulagement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. Brett Harrison avait commis une erreur fatale. Il avait transformé son arme la plus puissante en sa plus grande menace. Et demain, Linda Kowalski allait contribuer à le faire tomber. Avec l'autorisation fédérale et le témoignage de Linda enregistré, Keisha savait que Marcus devait tout comprendre. Ils s'assirent dans leur salon pendant que l'agent Johnson attendait dans la cuisine. « Marcus, je dois te montrer quelque chose. » Keisha se dirigea vers le placard de leur chambre et en sortit un coffret verrouillé. À l'intérieur se trouvaient ses uniformes de la marine, ses médailles et ses documents officiels. Elle brandit sa robe bleue. Les rubans racontaient des missions dont elle n'avait jamais parlé. Premier maître Keisha Williams, commandement des opérations spéciales de la marine, dit-elle. 16 ans de service actif. Marcus fixa l'uniforme. Tu formes des Navy Seals. Je développe des protocoles d'entraînement. J'évalue les candidats et je supervise des programmes spécialisés au Centre des opérations spéciales de la marine. Elle lui montra son badge de sécurité. Hautement confidentiel, habilitation SCI. Je travaille sur des programmes antiterroristes classifiés. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Parce que mon identité secrète protège ma mission. Si des ennemis savaient ce que je fais vraiment, notre famille serait une cible. Marcus prit une médaille. Étoile de bronze pour bravoure? En Afghanistan en 2019. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Depuis combien de temps me mentez-vous? Je ne vous ai jamais menti. Je ne pouvais simplement pas tout vous dire. L'agent Johnson entra dans la pièce. Monsieur Williams, le travail de votre femme sauve des vies américaines. Son identité secrète n'est pas une supercherie, c'est une question de sécurité nationale. Marcus regarda tour à tour Marcus et Keisha. Et Brett l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Grâce à l'accès illégal du détective Morrison à des bases de données classifiées, répondit l'agent Johnson. Des informations auxquelles la police locale n'aurait jamais dû avoir accès. Keisha s'assit à côté de Marcus. Lorsque Brett m'a révélé mon niveau d'habilitation, j'étais légalement tenu de le signaler. C'est ce qui a déclenché toute cette enquête. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un flic raciste, nous avons affaire à un réseau qui menace la sécurité nationale, répondit l'agent Johnson. Le courage de votre femme en signalant cela a mis au jour un complot impliquant 12 policiers dans 5 États. Marcus assimila l'information. Que va-t-il se passer maintenant? Demain, nous arrêterons Brett et son réseau simultanément, dit l'agent Johnson. Mais ce soir, vous devez tous les deux vous comporter tout à fait normalement. Comment pouvons-nous nous comporter normalement? Keisha prit la main de Marcus. Parce que c'est ce pourquoi nous avons été formés. Tous les deux. Je n'ai pas été formé pour ça. Si, vous l'avez été. Vous protégez des informations classifiées depuis des années dans le cadre de vos contrats gouvernementaux. Vous connaissez les procédures de sécurité opérationnelle. L'agent Johnson leur montra des photos de surveillance. 8 agents fédéraux sont postés autour de votre maison. Vous êtes entièrement protégés. Et les enfants? Ils iront à l'école normalement demain. Des agents les surveilleront en permanence. Marcus regarda à nouveau l'uniforme de sa femme. Autre chose que je devrais savoir? Keisha sourit. Je suis 6 grades au-dessus de Brett. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il découvrira qui il a menacé, il regrettera d'être né. L'agent Johnson regarda sa montre. Les arrestations auront lieu à 6 heures du matin. 5 États, 12 suspects, tout est coordonné. Cela passera aux informations? Aux informations nationales. Il s'agit de la plus grande opération contre la corruption policière impliquant des familles de militaires dans l'histoire des États-Unis. Marcus se leva. J'ai besoin de digérer tout ça. Prenez votre temps, dit Keisha. Mais Marcus, je suis toujours la même personne qui vous aime, vous et nos enfants. Je sais, c'est juste que vous êtes beaucoup plus dangereuse que je ne le pensais.
L'agent Johnson rit. Monsieur Williams, votre femme pourrait probablement démanteler tout le réseau de Brett à elle seule. Mais nous agissons dans le respect de la loi, dit Keisha. La loi qui rend justice. À 6 heures pile, dans 5 États, les équipes du FBI procédèrent à des arrestations simultanées. Phoenix, l'agent Mike Chen, arrêté chez lui sous les yeux de sa femme en état de choc. Denver, le sergent Tom Rodriguez placé en garde à vue au poste de police. Charlotte, l'inspectrice Lisa Park arrêtée pendant son jogging matinal. Nashville, l'agent James White menotté devant ses enfants. Riverside, l'inspecteur Ray Morrison, arrêté à son bureau alors qu'il consultait des dossiers classifiés. Et à Riverside Gardens, Brett Harrison buvait son café lorsque des agents fédéraux ont encerclé sa maison. FBI mandat de perquisition. Brett a ouvert la porte et s'est retrouvé face à 12 agents en tenue d'intervention. Brett Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de violer les droits civils, accès non autorisé à des informations classifiées et extorsion fédérale. Alors qu'il le menottait, Brett a aperçu la famille Williams debout sur le perron. Mais ce n'était pas la famille qui l'avait terrorisé. Keisha portait son uniforme de Master Chief, ses rubans brillants au soleil matinal. Marcus se tenait droit à côté d'elle, loin du voisin intimidé. Derrière eux, l'agent Johnson documentait tout avec des caméras fédérales. « Vous avez le droit de garder le silence », dit l'agent en chef. Brett fixa l'uniforme de Keisha. « Vous êtes militaire. Master Chief Petty Officer Williams, commandement des opérations spéciales de la marine, » répondit-elle. « La personne que vous avez menacée forme les Navy Seals. » Le visage de Brett devint livide. « C'est impossible. » « Ray Morrison vous a donné des informations classifiées sur un agent fédéral, » dit l'agent Johnson. « C'est de la trahison. » Les agents fouillèrent la maison de Brett, tandis que les voisins se rassemblaient pour observer. À l'intérieur, ils trouvèrent des dossiers détaillés sur la famille Williams, des communications avec le réseau de corruption, de faux documents juridiques, des photos prises lors d'une surveillance illégale, des plans pour intensifier le harcèlement. Linda Kowalski se tenait aux côtés des Patel et des Johnson, tous observant la justice suivre son cours. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons cru à ces mensonges, » dit Madame Patel. « Il nous a tous manipulés, » répondit Linda. L'agent Johnson s'adressa aux voisins rassemblés. Brett Harrison faisait partie d'un complot national visant les familles de militaires. Vous avez été victime d'une tromperie organisée. De retour au poste de police, le détective Morrison fut emmené menotté. « Ray Morrison, » a annoncé l'agent qui l'avait arrêté, « vous êtes accusé de vente d'informations classifiées, de complot contre les droits et de violation de la loi sur l'espionnage. » Le chef de la police regardait son vétéran de 20 ans être emmené. « Comment avons-nous pu passer à côté ?»« Parce qu'ils ont été prudents, » a expliqué l'agent Johnson. « Ce réseau a opéré pendant 3 ans avant que le maître principal Williams ne les dénonce. » Au bureau local du FBI, les 12 suspects ont été interrogés simultanément. Les relevés téléphoniques, les dossiers financiers et les communications numériques ont permis de dresser un tableau complet du complot. Le réseau avait contraint 23 familles à abandonner leur foyer. Ils avaient volé des milliers de documents classifiés. Ils avaient violé les droits civils de dizaines de citoyens américains. Mais leur plus grande erreur avait été de s'en prendre au premier maître Keisha Williams. Car lorsque vous menacez un instructeur des Navy Seals, vous ne vous exposez pas seulement à des conséquences locales. On s'expose à toute la puissance du gouvernement américain. Et Keisha Williams venait de leur enseigner cette leçon de manière définitive. Le réseau qui avait mis 3 ans à se construire a été détruit en une matinée. La justice, lorsqu'elle a enfin été rendue, a été rapide et absolue. La réunion communautaire était prévue à 19 h au centre communautaire de Riverside Gardens. Keisha l'avait organisée sous prétexte de dissiper les malentendus dans le quartier. Ce que la communauté ignorait, c'est que cette réunion allait servir de preuve dans un procès fédéral. Brett Harrison est arrivé en grande tenue, espérant avoir une nouvelle occasion d'intimider publiquement la famille Williams. Le centre communautaire était bondé. 60 voisins, les médias locaux et plusieurs personnes que Brett ne reconnaissait pas. L'agent Johnson était assis au dernier rang, déguisé en résident inquiet. L'agent Patterson maniait des caméras placées de manière à tout filmer sous tous les angles. Brett s'avança avec assurance. « Merci à tous d'être venus. Il est temps d'aborder les problèmes de notre communauté. » Keisha se leva du premier rang. Elle portait un blazer par-dessus son uniforme de maître principal.
Je suis d'accord, Brett. Abordons les problèmes. Elle s'avança et fit face à la foule. Je m'appelle Keisha Williams, maître principal de la marine américaine. Des murmures parcoururent l'auditoire. Au cours du mois dernier, l'agent Brett Harrison a harcelé ma famille en utilisant des informations qu'il a obtenues illégalement. Brett l'interrompit. C'est un mensonge. Vraiment? Keisha alluma l'écran de projection. Voyons les preuves. La première diapositive montrait les faux documents de l'association communautaire de Brett. Brett a créé des documents juridiques frauduleux pour nous intimider. Le visage de Brett changea. Comment avez-vous obtenu ça? Enquête fédérale, Brett. Tout ce que vous avez fait est documenté. La diapositive suivante montrait les relevés téléphoniques entre Brett et le détective Morrison. 47 appels téléphoniques en 3 semaines. Vous discutiez d'informations classifiées concernant ma famille. Brett se leva. C'est du harcèlement. Non, Brett, c'est la justice. L'écran affichait des captures d'écran des salons de discussion cryptés du complot. Le nom d'utilisateur de Brett, Guardian 187, était mis en évidence dans tous les messages racistes. La foule a poussé un cri de stupeur en lisant ses commentaires sur le nettoyage de la communauté et l'élimination des cibles. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire », a crié Brett. « En fait, si », a répondu l'agent Johnson en se levant et en montrant son badge du FBI. « Nous enquêtons sur vous depuis des semaines. » Brett regarda autour de lui, paniqué. « Vous travaillez tous ensemble ?»« Certains d'entre nous, oui », répondit l'agent Patterson en montrant son badge. « Des agents fédéraux vivent dans ce quartier et documentent vos crimes. » Keisha poursuivit la présentation. 23 familles ont été expulsées de leur maison. Des millions de dollars de pertes financières. Tout cela à cause de votre réseau. « Quel réseau ?» cria quelqu'un. 12 policiers dans 5 États, qui ciblent tous des familles de militaires. La main de Brett se dirigea vers son arme. « Vous voulez voir ce qui arrive à ceux qui n'ont pas leur place ici ?» Brett Harrison, ordonna l'agent Johnson, ne rendez pas les choses plus difficiles pour vous. Mais Brett était hors d'état de raison. Il sortit son arme de service et la pointa directement sur Keisha. « Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. Vous êtes une maladie qui doit être éliminée. » La pièce fut envahie par des cris, mais Keisha ne broncha pas. D'un mouvement fluide, elle désarma Brett grâce aux techniques apprises au cours de ses 16 années d'entraînement militaire. Brett tomba au sol, son arme neutralisée, avant d'avoir pu tirer un seul coup. Des agents fédéraux surgirent de tous les coins de la pièce. « Brett Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour agression avec une arme mortelle, violation des droits civils et complot contre les États-Unis. » Alors qu'ils lui passèrent les menottes, Brett leva les yeux vers Keisha dans son uniforme militaire. « Qui êtes-vous? Je suis celle qui va s'assurer que vous ne menacerez plus jamais une autre famille. » L'affaire était close. Justice avait été rendue. 6 mois plus tard, la salle d'audience fédérale était bondée. Brett Harrison était assis à la table des accusés, faisant face à 8 chefs d'accusation fédéraux. Le détective Ray Morrison avait déjà plaidé coupable et été condamné à 15 ans de prison fédérale. Les 10 autres membres du réseau purgèrent des peines allant de 8 à 20 ans. Brett avait refusé tous les accords de plaidoyer. « Votre honneur », commença le procureur fédéral, « Brett Harrison a mené un complot qui a violé les droits civils de dizaines de familles américaines. » Keisha était assise au premier rang, vêtue de son uniforme bleu. L'accusé a spécifiquement ciblé des familles de militaires parce qu'il pensait que son autorité policière le rendait intouchable. Le procureur a présenté des preuves au jury, des enregistrements téléphoniques de Brett proférant des menaces racistes, des documents financiers montrant des paiements versés au détective Morrison en échange d'informations classifiées, des captures d'écran de forums en ligne où Brett se vantait d'avoir nettoyé des quartiers. Une vidéo montrant Brett braquant son arme sur le maître principal Williams. Cet accusé n'a pas seulement enfreint la loi, a poursuivi le procureur, il s'en est pris aux familles qui servent notre pays. L'avocat de Brett a tenté de minimiser les accusations. Mon client a commis des erreurs, mais il ne s'agissait pas d'un complot. Le procureur a répondu avec des preuves accablantes. Mesdames et messieurs, il s'agit d'une opération qui a duré 3 ans et qui a contraint 23 familles à quitter leur domicile. Des photos des familles touchées ont envahi l'écran. Les Garcia de Phoenix, le père a servi 3 fois en Irak. Les Johnson de Denver, la mère travaillait pour le ministère de la Défense.
Les Lee de Charlotte, les deux parents étaient sous-traitants militaires. Toutes ces familles ont été ciblées pour la même raison. Elles étaient issues de minorités prospères dans des quartiers à majorité blanche. Lorsque Keisha a pris place à la barre des témoins, la salle d'audience était silencieuse. « Master Chief Williams, a dit le procureur, racontez au jury votre parcours militaire. 16 ans de service actif, Navy Cross pour bravoure en Afghanistan. Actuellement affecté au Naval Special Warfare Command pour la formation des Navy SEALs. Et comment avez-vous réalisé que vous étiez visé lorsque l'officier Harrison a révélé des informations classifiées qu'il n'aurait pas dû posséder? Quelle a été votre réaction? Je l'ai immédiatement signalé aux autorités fédérales, comme l'exige la loi. Pourquoi? Parce que protéger les informations classifiées, c'est protéger des vies américaines. L'avocat de Brett l'a contre-interrogé. N'est-il pas vrai que vous auriez pu résoudre cette affaire sans faire intervenir les autorités fédérales? Non. L'accès non autorisé à des informations classifiées doit toujours être signalé, sans exception. Même pour des incidents mineurs, la voix de Keisha était ferme. Il n'y a pas d'incident mineur lorsqu'il s'agit de la sécurité nationale. Le jury a délibéré pendant 2 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. Brett Harrison a été condamné à 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge Martinez s'est adressé directement à lui. Vous avez utilisé votre autorité de policier pour terroriser des familles qui servent ce pays. Vous avez trahi votre serment et violé la Constitution que vous aviez juré de protéger. À l'extérieur du tribunal, les journalistes ont entouré Keisha. Master Chief Williams, que voulez-vous que les gens sachent à propos de cette affaire? Que la justice fonctionne quand les gens se battent pour ce qui est juste. Cela va-t-il changer la façon dont les familles de militaires sont protégées? Le Congrès va adopter le Williams Act le mois prochain. Il instaure des mesures de protection fédérale spécifiques pour les familles de militaires victimes de harcèlement. Un message pour les autres familles qui connaissent des problèmes similaires. Signalez-le, documentez tout, ne souffrez pas en silence. Ce soir-là, Keisha est rentrée chez elle à Riverside Gardens. Le quartier avait complètement changé. Une pancarte à l'entrée indiquait « Riverside Gardens, unis pour la justice, la diversité et le respect ». La maison de Brett Harrison avait été vendue à la famille Martinez, dont le père était un ancien combattant de la marine. La communauté avait voté la création d'une journée de l'unité, annuelle pour célébrer la diversité. Isaiah et Zara jouaient au basket dans l'allée avec des enfants de 6 familles différentes. Marcus préparait le dîner au barbecue, tandis que les voisins s'arrêtaient pour discuter. Le rêve américain mis à l'épreuve par la haine avait survécu et était plus fort que jamais. 2 ans après la condamnation de Brett Harrison, Riverside Gardens était devenue une communauté modèle. Keisha se tenait devant les dirigeants du département de la sécurité intérieure, acceptant son nouveau poste de directrice de la prévention de l'extrémisme intérieur. « Master Chief Williams, » dit le secrétaire, « votre courage a permis de mettre au jour une menace nationale et de sauver d'innombrables familles. Merci, monsieur. Ce travail n'est pas terminé. » Son nouveau travail consistait à former les forces de l'ordre à travers les États-Unis, afin qu'elles puissent identifier et démanteler les réseaux extrémistes au sein de leurs propres services. La loi Williams avait été adoptée à l'unanimité par le Congrès, instaurant une protection fédérale pour les familles des militaires et un système de signalement obligatoire des cas de harcèlement. Linda et Stan Kowalski avaient été relogés dans le cadre du programme fédéral de protection des témoins. Stan avait suivi un traitement complet pour son syndrome de stress post-traumatique et menait une vie épanouie en tant que conseiller pour d'autres vétérans. Le détective Ray Morrison a purgé sa peine de 15 ans dans un établissement fédéral où il a donné des cours d'informatique à d'autres détenus et écrit des lettres d'excuses à toutes les familles qu'il avait blessées. 8 membres du réseau ont été libérés sur parole et reconstruits à leur vie grâce à un suivi psychologique obligatoire et à des travaux d'intérêt général. 3 ont refusé la réinsertion et sont restés en prison fédérale. Brett Harrison allait purger 23 années supplémentaires. En prison, il avait enfin commencé à comprendre les dégâts causés par sa haine. Il écrivait chaque mois des lettres aux familles qu'il avait prises pour cible, mais la plupart restaient sans réponse. De retour à Riverside Gardens, la transformation était totale.
Le centre communautaire organisait chaque mois des célébrations de la diversité. Des enfants de 12 origines ethniques différentes jouaient ensemble tous les jours. La valeur des propriétés avait augmenté, les familles étant attirées par la réputation d'ouverture et de sécurité du quartier. Marcus avait été promu ingénieur en chef d'un grand projet d'infrastructure visant à reconstruire des communautés touchées par des catastrophes naturelles. Isaiah et Zara, désormais âgés de 10 ans, étaient les jeunes ambassadeurs du programme Unity du quartier. La police locale avait mis en place une formation complète sur les préjugés et des programmes de surveillance communautaire. L'officier Maria Santos, qui avait remplacé Brett, vivait dans le quartier et entraînait l'équipe de football communautaire. À l'occasion du 2e anniversaire de l'arrestation de Brett, le quartier a organisé sa célébration annuelle de la Journée de l'Unité. Keisha s'est adressée à la foule de 200 habitants. « Il y a 2 ans, la haine a tenté de nous diviser. Au lieu de cela, elle nous a unis. » Elle a regardé Marcus et leurs enfants. « Nous avons appris que les gens ordinaires peuvent vaincre le mal extraordinaire lorsqu'ils s'unissent. » La foule a applaudi, tandis que les enfants de toutes les familles du quartier lâchaient des ballons portant des messages d'espoir. L'agent Johnson, désormais ami de la famille, observait la scène depuis le public. « Vous avez changé bien plus que ce quartier, » dit-il plus tard à Keisha. « Comment ? La loi Williams a été utilisée pour protéger les familles de militaires dans 43 États. Votre courage a donné naissance à un mouvement national. » Ce soir-là, alors que la famille Williams rentrait chez elle dans les rues remplies de voisins de tous horizons, Keisha repensa à leur parcours. La haine les avait mis à l'épreuve, mais l'amour s'était avéré plus fort. La peur avait tenté de les chasser, mais le courage les avait poussés à rester. La division avait menacé leur communauté, mais l'unité l'avait transformée. La maison que Brett Harrison avait tenté de leur voler était désormais leur véritable foyer. Non seulement parce qu'ils en étaient propriétaires, mais aussi parce qu'ils s'étaient battus pour leur droit d'y vivre. Keisha comprit que le rêve américain n'était pas donné gratuitement. Il se gagnait grâce au courage de défendre la justice, même lorsqu'on était seul. Et parfois, quand on refuse de reculer, on découvre qu'on n'était pas seul après tout. La communauté que la haine avait construite était devenue quelque chose de magnifique, un endroit où chaque famille avait sa place et où chaque rêve pouvait s'épanouir.